Bonjour Pierre, bonjour. Votre pseudonyme c'est Rehov, hein. Vous ne Oui, donnez tout à pas fait. votre nom, bien évidemment, pour des raisons de sécurité. Vous êtes franco-israélien et vous habitez maintenant la petite commune d'Ashdod. C'est comme ça qu'on prononce, hein. Ah, Et tout à fait, tout à fait. qui, Tout est bien jusque-là. voilà, oui, hein, je fais des progrès en israélien, hein. Et vous êtes à 15 kilomètres de Gaza. Donc, 15 km nord de Gaza, oui, complètement. Et à peu près à 20 km de Sderot, qui a été une des villes martyrisées. Donc imaginez, si vous vous trouvez en France, vous voyez la distance. On oui. est pratiquement Marseille-Cassis, si je ne dis Oui, pas de oui. bêtises. Et pour terminer de vous, donc vous êtes un observateur, hélas, en première ligne, hein. Vous êtes romancier, reporter, réalisateur de nombreuses vidéos, très connu aux États-Unis, et vous êtes, c'est ce qui me passionne chez vous, spécialiste de la psychopathologie du terrorisme suicide. Vous avez écrit de nombreux livres, on donnera la liste tout à l'heure, mais c'est en tant que témoin viscéral, un témoin présent de toutes les atrocités qui se sont produites, et témoin aussi de ce qui va peut-être arriver, et que vous pressentez, que je me fais un devoir de vous interviewer, hein. Alors d'abord et avant tout, quelle est la situation actuellement à 15 kilomètres de Gaza et d'une manière générale en Israël? On ressent évidemment une certaine tension dans la ville où j'habite. Je n'en suis pas sorti depuis le début de la guerre, sauf une fois pour aller dans le sud et tenter de me rapprocher de Gaza pour voir ce qui s'y passait. Mais l'armée bloquait tout et comme je n'avais pas renouvelé ma carte de presse, ils ne m'ont pas laissé passer. Ouais. Donc bon, la ville où j'habite, Ashdod, au tout début était extrêmement tendue, avec tous les magasins fermés. Il y a eu également 3 jours après le massacre, le pogrom du 7 octobre, il y a eu une alerte terroriste dans mon coin. Oui. Et j'étais en train de promener les chiens. J'ai 2 chiens. Et Oui. j'ai vu dans une rue parallèle à la mienne une famille courir avec un petit chien dans les mains. Courir. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit danger, danger, danger. Alors, mes chiens sont pas très bien éduqués, donc j'ai essayé de les faire courir pour les ramener à la maison. Il a fallu que j'accélère le pas quand même. Et c'est en rentrant à la maison que j'ai appris par ma femme qu'il y avait une alerte terroriste que je n'avais pas reçue sur mon portable. En fait, j'avais oublié mon portable à la maison, donc je n'avais pas pu la recevoir. Ouais. Et que donc on disait dans le coin il y a quelques terroristes qui ont été repérés. Ça, c'est au tout début. Alors c'est 2 ou 3 jours après le massacre. Oui. 2 ou 3 jours après le massacre, on avait cette ambiance-là encore, jusqu'à ce que l'armée israélienne et la police contrôlent complètement le coin, la région, et éradiquent les terroristes qui avaient pu s'infiltrer et qui tentaient de continuer le carnage qu'ils ont commencé à commettre le 7 octobre. Oui, vous m'avez raconté quand on s'est téléphoné, parce qu'on se connaît, hein, que des amis vous avaient rapporté les horreurs qu'ils avaient vécues. Est-ce que vous pouvez en donner témoignage, s'il vous plaît? Bien sûr. J'ai le fils d'un ami que je connais bien, qui est un soldat de l'armée israélienne, qui a fait partie des premiers qui ont été dans le kibbutz Kfar Aza. Pardonnez-moi, dès que je parle de ça, j'ai un peu d'émotion et je risque de bafouiller un peu. C'est un garçon qui est, de même que son père qui était parachutiste, sont des Américains à l'origine. Son père était parachutiste, vraiment des durs de durs. À l'abri de toutes les abominations sur le plan psychologique. Aujourd'hui encore, il ne s'en est pas remis. Il ne s'est pas remis du fait d'avoir découvert, lui, 2 enfants attachés l'un avec l'autre, sur lesquels on avait versé de l'essence et mis le feu, en obligeant les parents qui étaient assis à côté, attachés eux-mêmes sur des chaises, à les regarder brûler vifs. Avant de les abattre d'une balle dans la tête, les parents. J'ai également appris, mais ça c'est indirectement, pas par lui, qu'une femme avait été éventrée, une femme enceinte de 8 mois avait été éventrée, on avait sorti le bébé de son ventre, on avait poignardé le bébé et on l'avait achevée, elle aussi, d'une balle dans la tête. Il y a des familles qui s'étaient réfugiées dans ce qu'on appelle en Israël les miklat, ou les mamad. Ce sont des pièces blindées qu'on a chacun dans une maison pour résister aux roquettes.
Et c'est pratiquement une pièce en acier, si vous voulez, ou en béton armé qui résiste au bombardement. Bon. Des familles se sont réfugiées dans ces mamades, dans ces miklates, pour éviter d'être massacrées par les Palestiniens. Et en fait, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de mettre le feu à toute la maison. C'est-à-dire que ce sont des gens, des familles entières qui ont cuit à petit feu dans leur mamade. D'accord ? Des familles entières avec des enfants, bien sûr. Et ils ont... C'est anecdotique, mais ils ont massacré tous les chiens qu'ils ont pu trouver. Ils les ont égorgés comme ils égorgent les moutons régulièrement. Ils ont tué une quarantaine de bébés, dont certains ont été décapités, certains égorgés, certains brûlés vifs. Il y a des spécialistes forensiques, donc des médecins légistes, qui depuis 12 jours sont en non-stop avec 4 heures de sommeil par nuit, à tenter de repérer, d'identifier, pardon, je cherchais mes mots, de tenter d'identifier les centaines de corps qu'on leur a apportés. Ce sont des médecins légistes. Vous savez ce qu'un médecin légiste, il passe sa vie à décortiquer, à découper, à autopsier. Il n'y a pas un seul médecin légiste qui est capable de témoigner sans éclater en sanglots. Oui. Ce qu'ils ont vu dépasse l'entendement. Ce n'est même pas l'Holocauste nazi, ce n'est même pas les pogroms polonais ou russes qui ont justifié les premiers départs des Juifs vers la Palestine au début du mouvement sioniste. C'est au-delà parce que ça a été programmé, organisé. On a retrouvé sur les corps des terroristes qui ont été abattus des fascicules qui leur expliquaient, venant de l'état-major du Hamas, qui leur expliquaient précisément ce qu'ils devaient faire. Combien de civils ils devaient tuer chacun. Tous les civils. Et ceux qu'ils ne tuaient pas, ils devaient évidemment les kidnapper. Il faut savoir quand même que parmi les kidnappés, il y a absolument toutes les nations de la planète qui sont représentées. Ce ne sont pas des Israéliens. Il y a des travailleurs philippins, il y a des Thaïs, il y a évidemment des Allemands, des Anglais, des Français, il y a de tout. Ils ne se sont pas attaqués à des Juifs uniquement, ils ne se sont pas attaqués à Israël ou aux Israéliens, ils se sont attaqués à l'humanité. C'est clair, c'est clair. Pierre, je ne pense pas que l'on puisse qualifier les gens du Hamas qui ont fait cela et ceux qui les soutiennent d'êtres humains. Je ne peux pas dire animaux parce que ce serait une insulte pour les animaux. Même insectes serait une insulte pour eux. Il n'y a pas de qualificatif pour ce qu'ils ont fait. Et maintenant, on va nous faire pleurer et pleurnicher sur le sort des Gazaouis, qui sont malheureusement, évidemment, eux aussi pris en otage par le Hamas. Il y a parmi les Gazaouis, et j'en connais des gens très bien, merveilleux, libres d'esprit, tournés vers l'avenir, tournés vers leur famille, il y en a plein. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui sont pris en otage par le Hamas dans le seul but, dans cette guerre des images, de les laisser mourir sous les bombes israéliennes, de sorte que le Hamas puisse utiliser ces images d'enfants morts en les diffusant et en les faisant diffuser par tous les médias qui se régalent de cette ignominie lorsqu'il s'agit de Palestiniens morts, mais qui font la fine bouche lorsque, en contrepartie, des Israéliens, des Juifs et même des non-Juifs sont authentiquement massacrés par ces individus de l'autre côté. Voilà. Comment, Pierre, je comprends ce moment d'émotion. C'est bien aussi ce que vous avez dit sur les habitants de Gaza qui sont réellement pris en otage par le Hamas et qui constituent de la chair à propagande. On est d'accord, tout à fait. De la chair à propagande. Quel va être, selon vous, le développement de ce conflit ? Le Hamas est intervenu à ce moment précis parce que la paix entre Israël et les pays voisins était en train de s'étendre. Il y a eu les accords d'Abraham qui concernent les Émirats arabes unis, qui concernent Bahreïn, qui pourraient plus ou moins concerner le Soudan, qui concernent le Maroc, et plus récemment, l'Arabie saoudite, qui a déjà laissé son espace aérien, ce qui est une nouveauté incroyable, traversé par les avions israéliens,
ce qui fait que maintenant, pour partir de Tel Aviv et aller à Delhi, on gagne 2 à 3 heures de vol. Il y a cette Arabie Saoudite qui était en train de négocier, parce qu'elle a très peur de l'Iran, avec les États-Unis, une paix éventuelle avec Israël, ce qui aurait été la fin, non pas de la cause palestinienne et de l'avenir des Palestiniens, mais bien au contraire, le début d'un véritable avenir pour le peuple palestinien, mais pas pour leur leader assoiffé de sang et assoiffé d'argent, parce que, pardonnez-moi, mais Mahmoud Abbas ne vaut pas tellement mieux que le Hamas, et c'est lui qui dirige l'autorité palestinienne après avoir été élu pour 4 ans en 2006, il est toujours au pouvoir. Est-ce qu'il est toujours au pouvoir aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'il tient absolument au pouvoir lui-même, c'est parce que s'il y avait des élections en Judée-Samarie, qu'on appelle aussi Cisjordanie, c'est le Hamas certainement qui gagne ces élections. C'est pour vous définir qui est une grande partie aujourd'hui de ce qu'on appelle le peuple palestinien. Donc oui, vous m'avez posé une question et je n'y ai pas répondu, j'en suis navré, je vais développer, c'était mon introduction. Je pense que en ayant diffusé les images qu'ils ont diffusées, tellement ils en étaient fiers, ces images de massacre qui sont la preuve de ce qu'ils ont fait, le Hamas n'a pas joué complètement la bonne carte. Parce que même si la rue arabe aujourd'hui est en révolte et va jusqu'à croire qu'Israël bombarde les hôpitaux, il faut savoir... On parlera tout à l'heure de l'hôpital de Gaza. En contrepartie, les leaders arabes qui ont 2 menaces, une intérieure et une extérieure, la menace intérieure étant les frères musulmans et la menace extérieure étant l'Iran, ces dirigeants arabes aujourd'hui ont plus peur d'une révolte chez eux et ont tendance à vouloir se rapprocher du monde occidental et donc d'Israël pour essayer de contenir un second éventuel printemps arabe, qui a été, comme vous savez, à l'époque une catastrophe absolue, qui a donné lieu naissance non pas à des démocraties, mais à Daesh, à ce genre de choses. Comment je vois le développement? C'est très difficile d'être futurologue dans cette situation actuelle. Je sais qu'Israël a un certain nombre de plans pour Gaza, qu'il n'officialise pas. Il était question d'une invasion terrestre la semaine dernière, elle n'a toujours pas lieu. Si elle n'a pas lieu, je sais que c'est le peuple israélien tout entier qui va se soulever contre son gouvernement parce que Israël veut que Gaza soit envahi, non pas pour soumettre le peuple palestinien, mais pour le libérer. Israël entrant à Gaza, ce sont les alliés qui arrivent en France. Il faut le comprendre. Parce que les Palestiniens qui soutiennent le Gaza, un grand nombre d'entre eux n'ont pas le choix. Le Hamas, vous voulez dire, ils soutiennent le Hamas. Quoi, pardon? Vous avez dit qu'ils soutiennent le Gaza, c'est le Hamas. Oui, pardon. Pas grave, pas grave. Oui, absolument, vous avez raison. Oui, les Palestiniens, nombre de Palestiniens qui soutiennent le Hamas ne le soutiennent pas par idéologie. J'en ai interviewé beaucoup, vous savez, j'ai fait des films sur la question. Et en fait, ils vivent sous un dictateur sanguinaire dont ils sont les premières victimes. Et ils sont obligés, s'ils veulent du travail, s'ils veulent des bonnes places à l'école, s'ils veulent même être vivants, ils sont obligés d'être du côté du Hamas. Or, demain, Israël envahit Gaza et se libère de cette secte maléfique et néo-nazie qu'est le Hamas, et aussi de la djihad islamia, la djihad islamique. Après-demain, les Gazaouis seront, même s'ils ne le disent pas, seront complètement libérés. Il y a quand même 140 000 Palestiniens qui traversaient jusqu'à cette guerre la frontière chaque jour pour aller travailler en Israël. Ce que, dans certains cas, le Hamas laissait faire, parce qu'ils taxent, ils rackettent leur population. Donc, un Palestinien qui vient travailler en Israël va gagner 10 fois plus que ce qu'il gagnerait à Gaza. Étant donné Pierre, vous pensez qu'il va y avoir une extension, qu'il y a un risque d'extension du conflit? Écoutez, à la fois sur le plan militaire et à la fois sur le plan intérieur, dans les pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin les pays européens. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, d'extension du conflit à l'intérieur de l'Union européenne?
Alors, déjà, dans un premier temps, concernant le Moyen-Orient, le risque est tellement important d'une déflagration à laquelle participerait le Hezbollah et l'Iran que les Américains ont envoyé quand même 2 de leurs porte-avions les plus puissants, Oui. avec des milliers de soldats et avec des bateaux, des destroyers, etc., accompagnant ces flottes. Donc c'est une menace sérieuse et réelle. Il faut quand même comprendre que l'Iran est derrière tout cela. Sans l'Iran, pratiquement plus aucune forme de terrorisme. C'est l'Iran qui met de l'huile sur le feu en permanence. Et les médias français, l'immigration galopante et incontrôlée de la France et de l'Europe en général, avec des complicités morbides, comme celle de la France insoumise. Ouais. Je veux dire, la France insoumise prenant parti comme le font pour soi-disant la Palestine et les Palestiniens, et pour une immigration de plus en plus importante, on est à la limite de la collaboration avec les Allemands. Dans la mentalité, dans l'esprit, dans la haine, dans l'ignominie de ces gens-là. Et des gens qui les suivent bêtement. Vous savez, c'est Lénine qui avait inventé la définition de idiot utile. Oui. Or, les votants, ceux qui suivent, ceux qui appartiennent à la France insoumise ou au parti anticapitaliste, et même plus généralement à certains mouvements à l'intérieur de la NUPES, ce sont pour la plupart des idiots utiles, qui croient au faribole d'un avenir où tout le monde serait égal, heureux, chacun aura sa piscine et son jet privé pratiquement. Vous pensez qu'il y a un risque d'extension ou pas? Oui, oui, absolument. Absolument. Pour moi, le risque d'extension est absolu. Ouais. C'est-à-dire que je suis convaincu que dans toutes les mosquées salafistes qui ont vu le jour ou qui n'ont pas vu le jour, qui sont clandestines sur le territoire français, avec ces juges français qui libèrent d'un tour de bras les pires crapules et les pires canailles, alors qu'ils vont mettre en prison des cols bleus ou des cols blancs pour des périodes indéterminées, pour des choses qui sont finalement des petits délits financiers et autres. Mais à côté de ça, vous avez quelqu'un issu de l'immigration qui tue une femme juive comme Sarah Halimi et la torture pendant 1 heure pendant que la police est en train d'écouter ses hurlements, et vous avez derrière un juge d'instruction qui va refuser de faire une reconstitution des faits et qui va aussi s'assurer que le coupable se retrouve avec une... Vous êtes juriste plus que moi, bien que j'ai fait des études de droit à Assas, qui va se servir du code pénal et de la qualité d'irresponsabilité sur le plan psychiatrique pour finalement exonérer et surtout ne pas faire passer cet individu aux assises, parce que je pense qu'un certain nombre de responsabilités auraient été dévoilées. On est dans un système en France aujourd'hui où tout le monde à la fois appuie sur l'accélérateur et sur le frein. Oui, je comprends. Oui. Une tentative d'économie, de renouvellement de l'économie et le frein permanent de la volonté immigrationniste pour soi-disant compenser le fait que les retraites ne pourront pas être payées à un certain moment parce que les Français ne font pas assez d'enfants. Écoutez, je ne pense pas que, vu la situation de la France aujourd'hui et vu les manifestations que l'on voit dans les rues de Paris et d'ailleurs, même si elles sont interdites par le gouvernement, le jour même ou le lendemain d'un pogrom dans lequel des 1400 personnes ont été massacrés, pas parce que ce sont des soldats, pas même parce que ce sont des Israéliens, ils ont été massacrés parce qu'on a donné l'ordre que ce massacre existe pour des questions géopolitiques absurdes et abominables, et que les gens défilent avec le drapeau palestinien, comme ils auraient défilé avec le drapeau nazi à d'autres époques, ou avec le drapeau communiste de la Russie soviétique, comme ils l'ont fait aussi en disant quand l'humanité a titré à une époque « Le grand Staline est mort ». Ah oui, oui. Alors, la question délicate. Oui. Ce qui s'est passé à Gaza sur l'hôpital est ignoble, est horrible. On est absolument d'accord. On est d'accord là-dessus. De plus en plus, on acquiert la certitude maintenant que c'est un tir, entre guillemets, maladroit du Hamas qui s'est retourné contre l'hôpital. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, d'abord, j'ai couvert la guerre de 2014, à l'issue de laquelle on s'est rendu compte que à peu près 30% des personnes tuées à l'intérieur de Gaza
ne l'avait pas été par les bombardements israéliens, mais par les roquettes défectueuses du Hamas et de la djihad islamique. Ce sont des roquettes, à part certaines très précises qui leur ont été fournies par l'Iran, ce sont des roquettes fabriquées avec les canalisations qui ont été financées par l'Union européenne. Eh oui, et oui. les Gazaouis se plaignent de ne pas avoir d'eau. En réalité, s'ils n'ont pas d'eau, c'est pas tellement à cause d'Israël, c'est surtout parce que le Hamas a piqué toutes les canalisations pour fabriquer des tubes qui leur permettent de faire des roquettes. Ouais. Donc imaginez un tube de canalisation qui devient une roquette, la précision que ça peut avoir. D'accord. Donc, ils envoient depuis le nord de Gaza ou le milieu de Gaza ou le sud de Gaza. Gaza, c'est quand même, on dit une prison à ciel ouvert, ce qui est totalement faux. On dit un territoire minuscule, etc. Mais Gaza, c'est quand même Paris-Fontainebleau. Avec la largeur de Paris, c'est 60 km par 15 à 20 km. C'est pas minuscule, c'est pas très grand. C'est pas la principauté de Monaco, mais c'est quand même assez grand. Donc, ils envoient des roquettes depuis le sud, depuis le milieu, depuis le nord. Les roquettes du Nord, évidemment, ne font pas trop d'écart à l'intérieur de Gaza, mais quand ce sont des roquettes qui partent du Sud et qui visent Israël et qui visent Tel Aviv, imaginez la carte. Ouais. Elles ont quand même une probabilité importante de se casser la figure à l'intérieur de Gaza et donc de créer des dommages. En Israël, on nous dit et je répondrai à votre question dans une seconde, parce que c'est un contexte qui est important de comprendre. Et non, je vais répondre tout de suite. En fait, les Israéliens ont apporté un nombre invraisemblable de preuves que la roquette de la djihad islamique, qui est partie d'un cimetière juste à côté de l'hôpital en question, n'a pas fonctionné et est retombée sur l'hôpital. On connaît le point de tir. On connaît le point de tir, oui. C'est le point de départ du tir, oui. Tout à fait. Ils ont envoyé une demi-douzaine de roquettes en même temps, et il y en a une qui est retombée. Et le point de départ du tir n'est pas très loin de l'hôpital. Ah, ça doit être je ne suis pas très précis, mais ça va être, on va dire, 500 mètres. D'accord. D'accord. On est dans moins d'un kilomètre. D'accord. C'est à côté. À côté. Les points de départ des roquettes palestiniennes sont toujours des écoles, des mosquées, des hôpitaux. C'est là que les terroristes du Hamas se cachent derrière leur population. Et s'ils se servent de ces endroits-là pour envoyer leurs roquettes, c'est pour deux raisons. Ils savent qu'Israël ne bombarde pas les écoles, les hôpitaux et les mosquées, sauf s'ils y sont obligés. Et donc, ils savent qu'ils peuvent faire ça de façon tranquille. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que si Israël répond et qu'il y a des morts civiles, alors là, waouh, c'est vraiment magnifique. Vous allez avoir Le Monde, Libération qui va titrer Massacre à Gaza avant même d'avoir la certitude que c'est Israël qui l'a fait. Vous avez aux États-Unis le New York Times et le Washington Post qui vont faire pareil. Vous allez avoir la BBC qui va se régaler avec vraiment la bave à la commission des lèvres, parce que c'est, je pense, de tout le pays, de la planète, le network, la chaîne de télévision, le média le plus antisémite, le plus antisioniste, le plus israélien que l'on puisse imaginer. Je veux dire, je pense que Politis ou Libération sont des enfants de cœur à côté de la BBC. Et pourtant, c'est la chaîne nationale de la Grande-Bretagne, donc payée par les impôts des Anglais. Hein. Mais ils sont absolument incapables de prendre, ne serait-ce qu'une seconde, le parti des vraies victimes, c'est-à-dire les Israéliens qui ne veulent que la paix. Parce que la réalité est là. Les Israéliens ne veulent que la paix, depuis toujours. Qui peut vouloir la guerre? Il faut être fou, hein. Faut être fou. Eux veulent la guerre. L'Iran veut la guerre. Ah oui, non, c'est clair. C'est clair. 5 pays arabes ont voulu la guerre quand Israël s'est créé. C'est clair, oui. Vous avez de la famille en France, Pierre? Les rues de Paris veulent la guerre. Pierre, vous avez de la famille en France? Oui, j'ai beaucoup de famille. J'ai pratiquement toute la famille qui me reste est en France. J'ai refait ma vie avec une jeune femme ici et on a un bébé de bientôt 1 an. Mais ma famille d'origine, j'ai perdu mes parents évidemment à mon âge, mais pour le reste, cousins, cousines, j'ai aussi une fille, j'ai aussi un fils qui... Vous êtes inquiet pour la France? Beaucoup plus inquiet pour la France que je ne suis pour Israël. Ah bon, pourquoi? Écoutez, quand on vous massacre plus de 100 innocents lors d'une partie, d'une soirée musicale au Bataclan.
lorsqu'on vous massacre des journalistes à Charlie Hebdo, lorsqu'on massacre des innocents dans une école juive à Toulouse, lorsqu'on massacre des gens le 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice, et que la réaction d'une grande partie du public français, c'est de dire « vous n'aurez pas ma haine », et d'aller mettre des bougies et de jouer la danse des canards et de faire les bisounours, alors au lieu de se révolter massivement et de demander, d'exiger que le gouvernement fasse quelque chose, non pas seulement des mots, mais des actions, je veux dire, il y a des bateaux qui emmènent des immigrés dont la France ne veut pas forcément, ces mêmes immigrés peuvent reprendre les mêmes bateaux pour repartir. Ouais. Le Moyen-Orient est vaste. Les pays du Maghreb ont énormément de place. Leurs économies sont désastreuses, pas à cause des Français, pas à cause du Moyen, pas à cause de l'Occident. Leurs économies sont désastreuses parce que c'est dans leur culture d'avoir des économies désastreuses. Donc pourquoi nous envoyer toutes leurs racailles? Parce qu'ils n'en veulent pas. Les gens qui viennent en France, c'est pas des ingénieurs, c'est pas des médecins, c'est même pas les merveilleux Espagnols, Italiens, Yougoslaves qui à une époque sont venus en France trouver du travail quand leur pays n'allait pas très bien et aujourd'hui sont pour la plupart intégrés parce que la France a quand même toujours été judéo-chrétienne et ce sont aussi des judéo-chrétiens. Là, on est dans le choc des civilisations, tel que défini par Huntington. Ceux qui avaient fait rire toute la gauche mondiale qui a toujours considéré que, comme l'a dit Clinton, c'est l'économie, imbécile. L'économie, non. L'économie, non. L'économie ne résout pas les problèmes. Vous pouvez envoyer des B-52 chargés de milliards de dollars sur tous les pays du Moyen-Orient, vous n'aurez pas raison par rapport à l'imam de la mosquée. Oui, je vous crois volontiers, oui. C'est un raccourci très, très pertinent, effectivement. Mais pour conclure, parce que bon, je sais que vous avez des choses à faire maintenant, c'est un petit village, Ashdod, non? C'est une ville ou un village? Non, c'est une ville de 150 000 habitants. Ah oui, non, c'est une grande ville donc. Hein. Une ville, en plus c'est le deuxième plus grand port ou troisième plus grand port d'Israël. Ah oui, d'accord. Il y a et Ashdod. Je suppose qu'il y a une présence militaire renforcée maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a rien. Enfin, je veux dire, il y a la police comme d'habitude, les rues d'Ashdod, les magasins ont réouvert. Vous savez, on a une armée qui est efficace. Oui. Pour une fois, on s'est fait avoir. Non, pardon, c'est la deuxième fois. Il y a eu la guerre de Kippour, où les Arabes ont attaqué par traîtrise et par surprise pendant la plus grande fête juive, au moment où tout le monde est en famille, loin de la base, etc. Et ils ont refait la même chose. C'est une défection reconnue du gouvernement actuel et notamment des services de sécurité, des services. Ouais. Mais que s'est-il passé juste avant ça? Israël était divisé. Il y avait des manifestations, la gauche contre la droite, les religieux contre les laïcs. Israël était en train de se déchirer de l'intérieur. D'accord? Donc, dans cette déliquescence provisoire, ils ont trouvé une opportunité et ils y sont arrivés. Ils ont réussi à massacrer 1400 personnes et en blesser 4000 et enlever 200 otages. Mais Israël s'est réveillé. Aujourd'hui, il n'y a plus de manifestation. Aujourd'hui, on s'en fout de la réforme sociale, la réforme judiciaire. Oui. Aujourd'hui, Israël, c'est un bloc de béton. Donc, on n'a pas besoin de l'armée dans les rues d'Ashdod. L'armée, elle est autour de Gaza. Il n'y a plus rien qui passe. L'armée est en train de s'assurer que le Hamas, d'ici quelques semaines, quelques mois et même quelques années, que le Hamas n'existe plus jamais. C'est la course aux nazis et justice, comme disait Simon Wiesenthal, justice n'est pas vengeance. On n'est pas en train de se venger. On est en train d'apporter la justice aux gens qui ont été massacrés, quelle que soit leur nationalité, par la résurgence du nazisme que représentent les mouvements terroristes palestiniens. Pierre, merci. Je sais que s'il y a quoi que ce soit, vous nous appellerez. On se fait confiance. Hein. Absolument. Je suis de tout cœur avec vous, comme vous êtes avec nous. Ah oui, vous le savez. Bon courage. Je sais que vous avez de la famille en France. Hein. Vos filles sont sur le territoire français. Vous savez, maître, ma grande fille, puisque j'ai un bébé qui est aussi une petite fille, mais ma grande fille a été agressée à Paris. Oui, je suis au courant de ça, oui. Il n'y a pas plus de 2 jours. Oui, merci. Alors, l'agression était une agression
à caractère pour de On l'a volé, l'argent. on a voulu la voler, oui, oui. Voilà, on a voulu la voler, on l'a menacée, etc. Elle a été obligée d'aller à un distributeur de monnaie c'était un monsieur très baraqué, grand, noir, etc., qui lui a dit que les Français étaient racistes et qu'il fallait tous les racketter. Il a été arrêté par la police depuis. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il l'a agressé, ma fille n'a pas cru, n'a pas pensé à une agression pour de l'argent. Elle a immédiatement eu la peur de sa vie parce qu'elle a pensé que c'était un terroriste islamiste. Et voilà, voilà. Ils sont en train de faire, oui, non, ils sont en train d'installer le djihad après le djihad physique, ils installent le djihad de la peur. Quand les deux vont se rencontrer, ça va faire mal. Hein. Mais les médias français sont très responsables. Oui, les médias je pense, français. oui, je pense, oui. Oui. Mais d'une manière générale, la collectivité politique française est responsable d'avoir tout accepté, d'avoir tout toléré, d'avoir tout subi par peur de se faire sortir du salon médiatique. Bon, on a tout accepté, on a tout subi depuis des années et des années. Et on le paye maintenant, évidemment. Hein. Et l'Europe. Non et seulement l'Europe, la France, je dis oui, entière. c'est l'Europe, bien sûr. C'est l'Europe, bien l'Europe qui a été et qui est d'une lâcheté inimaginable, inimaginable. Pierre, merci de cet entretien. Soyez prudents. Vous avez un bâtiment de protection chez vous? Oui, bien sûr qu'on a un mamad. Ah oui. Et pas seulement ça, j'ai d'autres choses aussi. Oui, je suppose que vous avez des bougies, des confettis et des masques de carnaval. Des fleurs. Des fleurs, voilà. Bien, mais on va rester sur cette note poétique. Hein. Merci Pierre et à bientôt. Hein. À bientôt, je vous en prie. Et bon courage et bon espoir. Merci. Au revoir, maître.